top, c'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle interview, nouvelle personne à présenter. Qui est-ce que je vais vous présenter? Qui est-ce que vous allez découvrir aujourd'hui sous vos yeux ébahis? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Marianne. Alors, qui est Marianne? Peut-être qu'il y en a qui la connaissent, peut-être qu'il y en a qui la connaissent pas, mais c'est pas grave, vous allez apprendre à la découvrir à travers cette interview. Alors, Marianne, c'est une sophrologue. Elle fait de la sophrologie et de la sophrologie analytique. Attention, messieurs, dames, nous allons voir ce que ça signifie sous peu. Marianne dirige aussi des cercles de femmes. Elle accompagne des enfants, des adolescents, des adultes, des couples et elle fait aussi des formations ou des accompagnements pour des entreprises aussi pour améliorer le bien-être en entreprise, tout ce qui est gestion des émotions, gestion du stress, apprendre à s'épanouir, se sentir bien dans son corps et dans sa vie. Alors, où se trouve Marianne? Donc, elle exerce dans son cabinet qui se trouve proche d'Orléans. Et pour ceux qui connaissent et qui sont de la région, le cabinet se situe à Ingré. Moi, je ne connaissais pas, mais s'il y en a pour qui ça parle, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Donc, les cercles de femmes, la sophrologie, la formation, couple, méditation guidée également. Et je pense que c'est à peu près tout bon. Donc, maintenant, nous allons découvrir Marianne un peu plus en détail à travers cette interview. Bonjour Marianne. Bonjour. Comment ça Ravie va? d'être avec toi, Noémie. Ah ben avec grand plaisir, plaisir partagé, ça, vraiment, voilà. Ça va être une superbe interview. Alors, du coup, est-ce que je t'ai bien présenté? Est-ce que ça va bien? Est-ce que j'ai rien oublié? Plutôt très bien, effectivement. Je rajouterais juste une petite chose. Oui, En vas-y. plus de tout le panel que tu as déjà présenté, je propose aussi des retraites. Oh, Voilà, c'est tout neuf, c'est tout beau, mais c'est la grande nouveauté de la fin d'année. Voilà. année 2020. Eh ben, tu sais quoi? Nous allons discuter plus en détail dans cette interview. Parce que justement, je l'ai vu passer sur tes réseaux sociaux et ça m'intéresse beaucoup d'en apprendre davantage. En plus, j'adore les retraites. Donc, voilà. Ben Alors, voilà. donc, nous allons commencer d'abord. Première chose, revenons aux bases. Comment ça s'est passé ton parcours? Est-ce que tu as toujours été sophrologue ou est-ce que tu as changé de parcours? Que tu avais déjà un truc plus, un autre emploi et que tu as décidé de t'orienter vers la sophrologie? Est-ce que depuis combien de temps tu exerces et pourquoi la sophrologie? Alors, initialement, pas du tout dans le domaine de la sophrologie. Moi, je suis issue d'un parcours alors plus qu'atypique. C'est-à-dire que moi, Oh, je sors d'un BTS tourisme, donc oula! vraiment rien à voir avec la santé, mais tout à voir avec l'accompagnement quand même, puisque si j'ai passé ce BTS, c'était avant tout pour pouvoir avoir la carte de guide touristique. Il y avait vraiment déjà cette notion de transmission qui existait. Hmm. Pour autant, quand je parle d'atypique, c'est vraiment atypique. Je n'ai pas pu rester très longtemps dans le tourisme parce que choix professionnel et parce que beaucoup bougeaient en France. Et j'ai fait le choix du coup de repartir sur un autre domaine qui me plaisait énormément, qui était celui de l'assistanat. Mhm. Et en vérité, j'ai derrière moi un peu plus de 10 ans d'assistanat, de service, d'agence et de direction. Et ce qui m'a poussée à partir en sophro, en fait, c'est que j'ai une grande passion, c'est la psychologie. Hmm. Quand je parle de passion, c'est que vraiment, là, ça ne se voit pas derrière moi, mais en fait, il y a 3 bibliothèques remplies de livres réservés exclusivement à la psycho. Et que j'avais très envie vraiment de pousser plus loin cette démarche-là, de ne pas m'arrêter simplement au BTS que j'avais et faire autre chose que de lire des livres. J'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait devenir en termes professionnels. Il s'avère que la seule alternative pour devenir psychologue, c'est la fac, que Mhm. moi j'étais déjà maman au moment de cette remise en question Mhm. d'un tout petit loup à cette époque-là, que je ne pouvais pas me permettre de faire 1h30 aller, 1h30 retour pour aller à la fac. Donc Mhm. j'ai fait le choix de passer par des écoles privées pour faire une remise à niveau en psycho générale, qui m'a menée progressivement jusqu'à la sophro, parce qu'il y avait cette idée de permettre aux gens d'accéder à un bien-être qui Mhm. soit rapide, efficace, qui ne représente pas un budget démesuré comme on pourrait le voir avec les psychanalyses classiques,
qui peuvent durer des années entières, qui pour autant sont totalement valables. Hein. Ça, je ne le remets pas du tout en question. J'en suis une moi-même, donc je serais mal placée pour la remettre en question. Mais il y a vraiment cette idée voilà, d'un instant dans sa vie qui peut durer une dizaine de séances tout au plus et qui permet vraiment de remettre les choses à leur place. D'où cette attirance pour la sophrologie. Ça s'est confirmé par la suite quand j'ai repris ces études en sophro et où j'ai passé mes 2 niveaux l'un derrière l'autre, mais c'était une évidence quoi, quelque part. Et quand je me suis installée, du coup, ça a été juste la confirmation du oui, il y a la psychologie qui est toujours là. Et la preuve en est, je suis en train de passer un Master 2 en psycho finalement. Enfin, un équivalent Master 2 parce que je passe par une école privée. Mais la sophro est toujours présente et c'est le cœur de mon métier malgré tout. Certes, je ne fais pas de la sophro classique. Comme tu l'as très bien expliqué, je suis dans la sophro analytique. J'ai la chance de pouvoir dire que je ne me lève pas pour aller au travail le matin, je me lève pour aller réaliser une passion. Wow. Et c'est bien différent. C'est magnifique. J'aime beaucoup en tout cas. D'accord. Donc, du coup, ce que tu fais, comme tu viens de le dire, tu parles de la sophrologie classique et la sophrologie analytique. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Qu'est-ce que c'est, sophrologie analytique? Alors, on n'est pas nombreux en France à le faire. La sophro que j'appelle la sophro classique, en fait, le vrai terme, c'est la sophrologie caïcédienne, parce qu'elle est issue d'Alfonso Caicedo, qui est le créateur de la sophrologie. C'est quelque chose qui est très orienté sur le souffle, sur la posture et sur ce qu'on appelle la projection sophroliminale. Donc, on va faire de la visualisation positive autant que faire se peut. Ça, c'est la sophro caïcédienne. Je pousse le vice, on va dire ça comme ça, dans les séances, au moment de l'anamnèse, donc au moment où on échange entre le consultant et moi. Je mets déjà la couche psycho. C'est-à-dire que je n'ai pas le titre de psychologue et je ne l'aurai jamais puisque je ne suis pas allée en fac. Pour autant, le diplôme que je passe, c'est pour devenir psychopraticienne. Donc, c'est un équivalent, mais pas reconnu de la même façon par l'État. Mais c'est la même chose. Le fait est que du coup, j'applique cette partie psy avant de pouvoir appliquer ma partie sophro. Ce qui fait que chaque séance est ultra personnalisée. Chaque séance va vraiment s'orienter sur le détail qui aura été remonté avant qu'on arrive à la visualisation. Et du coup, je vais aller beaucoup plus loin, justement par cette analyse, et permettre à la personne de se trouver dans l'intermédiaire la sophro plus en surface et la psycho très très profonde. Va vraiment y avoir ce juste milieu qui va se créer et qui va permettre d'aller débloquer certains traumatismes, certains blocages de très longue date, et qui va donner des résultats assez époustouflants en très peu de temps, justement. Mais effectivement, on est très peu en France à le faire. Wow, d'accord. Donc, en fait, c'est comme si tu avais rajouté une sorte de corde à ton arc pour apporter à la sophrologie encore plus de profondeur et creuser plus en détail. Comme tu disais, les psychothérapies qui peuvent prendre des années, ben là, justement, tu rajoutes une dimension supplémentaire pour aider les gens à creuser des choses plus rapidement que ce qu'ils auraient pu faire à travers une psychothérapie, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, ok. Bah, c'est super ça. Ça, franchement, je connaissais la sophrologie classique, je savais pas la sophrologie analytique, mais ça a l'air super intéressant et ça doit bien aider les gens justement à débloquer ce qui les gêne dans leur vie. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, du coup, est-ce que tu peux me donner quelques exemples de situations pour lesquelles on peut venir faire appel à toi justement pour rendre ça concret? Alors, je peux prendre les différents publics qui viennent à ma rencontre. Ouais. Par exemple, pour les petits, ça peut être intéressant de les faire venir au cabinet, là, en ce moment, avant la rentrée, pour essayer de canaliser tout ce qui peut être angoisse, peur, tout ce qui peut être colère aussi, parce que là, on est en train de les faire sortir d'une période qui est très compliquée, là, avec le Covid, où ils ne savent pas vraiment où ils vont, comment ça va se passer, où on se retrouve du haut de ses 5, 6, 7 ans face à des adultes masqués, où on ne voit que les yeux, où on ne comprend pas. Leur permettre de rentrer à l'école
en étant beaucoup plus serein, beaucoup plus posé, c'est déjà un plus qu'on peut mettre en place avec la sophrologie. Au niveau adulte, ce que j'ai le plus quand on vient me voir au cabinet, ça va être tout ce qui est lié aux problématiques professionnelles majoritairement. Ça va être des résultats de burn-out, ça va être ça peut aller sur des phases de harcèlement, ça peut être des personnes qui sont en reconversion professionnelle aussi, qui savent plus trop où elles doivent aller, ce qu'elles doivent faire, comment, pourquoi. Ça peut être, alors rien à voir avec le travail aussi, mais tout ce qui est problématique de couple, où il m'arrive de recevoir pour le coup des couples en thérapie. Et puis après, on a les personnes âgées qui peuvent avoir besoin de sophrologie sur tout ce qui est phase de transition, j'appelle ça. Donc ça va être par exemple, alors, personnes âgées, bon elles sont à la limite ces personnes-là, mais les personnes qui vont rentrer à la retraite par exemple. D'accord, ouais. D'un coup, je dois changer de rythme, j'ai l'impression de me lever le matin et de ne plus servir à rien. Si en fait, mais il y a d'autres méthodes à mettre en place. Ça va être les personnes qui vont devoir rentrer dans des instituts spécialisés, ça va être des personnes qui vont être confrontées au handicap. Les handicapés, pareil, c'est quelque chose que malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, je retrouve de plus en plus dans mon cabinet parce qu'on a de plus en plus de maladies qui apparaissent, de plus en plus de choses chroniques qui s'installent et pour lesquelles il faut qu'on arrive à donner une aide au niveau de la douleur, de la gestion émotionnelle que ça représente. Et puis, il faut arriver à recréer une identité autour de cette maladie. D'accord. Waouh, ça en vrai. Ouais, mais tu as une grande palette, hein, en fait. Tu vas accompagner beaucoup de personnes dans des cas vraiment différents. Donc, le professionnel, les maladies, les gens qui se posent des questions sur où est-ce qu'ils en sont, les couples. Au final, c'est très diversifié tout ce que tu fais. Ouais. Après, c'est aussi une volonté, c'est-à-dire que par la force des choses, j'ai majoritairement un public féminin. C'est pas un choix de ma part, ça s'impose comme ça. J'aimerais bien avoir un peu plus d'hommes. Hein. Si vous m'entendez, messieurs, mon cabinet n'est pas très loin. Je pense aussi que c'est lié à cet aspect, la femme s'écoute peut-être un peu plus que l'homme parce qu'on a appris à l'homme qu'il fallait qu'il soit dur, costaud, qui gère mieux, qui voilà, ce qui est un peu arriériste quelque part, mais il y a toujours ça d'ancré. Et pour autant, j'ai fait le choix, moi, personnellement, de rester très généraliste dans la population parce que j'ai été moi-même confrontée à un moment de mon existence à devoir faire un choix de professionnel pour m'accompagner dans une période compliquée de ma vie. Et on se retrouve avec spécialisé pour les enfants, spécialisé pour les adolescents, spécialisé pour le handicap, spécialisé pour telle et telle chose. Et trouver quelqu'un de généraliste qui puisse vous prendre en charge dans tout ce que vous apportez quelque part, sans avoir vraiment une case où il faut rentrer, ça devient compliqué. Donc je me dis, si moi je peux apporter quelque chose que je cherchais, et je ne dois pas être la seule à l'avoir cherché, autant le faire comme ça. D'accord. Donc, mais moi, je trouve, mais en tout cas, c'est super intéressant tout ce que tu dis, justement, de pouvoir diversifier justement tes différentes approches. Bon, c'est vrai que les hommes ont tendance peut-être à, comment dire, à moins oser faire appel à un professionnel. Enfin, peut-être que ce sont des pensées qu'on a dans la tête et peut-être que c'est pas vrai. Mais voilà, quand je commence à faire ça, il y a le mental qui s'installe. Non, le mental, on le laisse de côté. Il n'y a pas besoin. Donc, donc voilà, c'est très diversifié tout ce que tu as proposé. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que justement, comme tu disais, pas rentrer dans une case. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialistes pour des cas spécifiques, mais ce que j'aime bien aussi quand on fait appel à un professionnel ou à un accompagnant, c'est justement d'écouter, regarder un petit peu le feeling qu'on a avec la personne. Et ça, c'est génial aussi. Et de ce que j'ai vu, en tout cas dans tous les témoignages que j'ai vus, mais c'est vraiment, on dirait vraiment que tu as ta place dans ce domaine-là, en tout cas. Hein. Franchement, il y a des pépites de témoins.
Donc, ça a l'air, ça donne, mais franchement, quand on voit tout ça, ça donne vraiment envie, voilà, d'aller d'aller faire un accompagnement avec toi. Et de toute façon, ça sera mis dans les commentaires en dessous, enfin dans les commentaires, dans les petites notes en dessous. Voilà, pour qu'on puisse te découvrir plus en détail. Ok. Et si par exemple, dans les thématiques, les différentes thématiques que tu abordes, est-ce qu'il y en a une que tu préfères aborder ou t'aimes bien regarder un petit peu tout? J'aime, je suis un peu bizarre. Non, mais il n'y a rien de bizarre. On n'est pas bizarre. Tout ce qui est gestion des émotions, je trouve ça mais fascinant en fait. Tout ce qui tourne autour euh, du cerveau limbique. Comment fonctionne le cerveau limbique? Comment une émotion naît? Ce qu'elle va devenir? Pourquoi on ressent les émotions? À quoi ça sert? Je trouve ça mais fascinant, vraiment. Tout cet aspect-là est grandiose. À mes yeux, à moi en tout cas, c'est génial. Parce que c'est de là que partent après la majorité de tout ce qu'on analyse en psy, pour le coup. Et après, il va y avoir, mais alors là, c'est plus sur l'aspect sophro et c'est parfaitement sur l'aspect psy. Il va y avoir tout l'aspect traumatisme qui, moi, c'est bizarre à dire, sorti de son contexte, c'est un peu étrange, mais ça me plaît énormément parce qu'il y a tout ce côté recherche, un petit peu comme un policier le ferait dans une enquête. Oh, d'accord. Et, ce que j'aime appeler le côté Dr House. On se retrouve confronté à un cas avec Ouais. une symptomatologie très précise, Mm. avec des marqueurs qui vont nous indiquer tel ou tel indice ou tel événement. Et parfois, on arrive à remonter sur des origines, des sources de problèmes que la personne elle-même avait complètement mis de côté, complètement omis, mais par défense psychique, quoi, tout bêtement. Et quand on arrive à mettre le doigt sur ce truc-là et à voir dans les yeux cette prise de conscience du mais oui, c'est vrai, j'avais vécu ça, mais oui, on m'avait dit ça. Là, je me dis, ouais, là, c'est le soulagement pour la personne en face, mais c'est un soulagement pour moi aussi de me dire, je n'étais pas si loin que ça de la vérité. Donc derrière, il y a tout le travail intuitif aussi qui me plaît. Mm. C'est quelque chose que j'utilise énormément. L'intuition, l'instinct. Je ne saurais pas faire mon travail aujourd'hui comme je le fais sans développer tout cet aspect intuitif. Ce ne serait pas D'accord. possible Ouais. pour moi, je pense. Bah justement, c'est intéressant parce que tu en parlais dans une de tes publications. Alors, je sais plus c'est laquelle, parce qu'il y en a tellement depuis le 2018, tu en as écrit beaucoup, beaucoup. Tu disais justement que tu avais une façon de voir la sophrologie, justement, tu utilises ton intuition, ton instinct et tout. Tu ne fais pas que, comment dire, reprendre, si j'ai bien compris, reprendre ce qu'on t'a appris, tu l'exploites et tu l'optimises justement en fonction de ta personnalité, de toi, de ce que tu ressens pour pouvoir l'apporter aux autres. C'est bien ça? C'est ça. Il y a vraiment cette idée de... On m'a transmis une méthode, on m'a transmis des outils que je ne rejette absolument pas et qui sont toute la base de mon travail. Je ne pourrais pas faire ça si je n'avais pas eu la chance de passer par ces études-là et par cette transmission qu'on m'a offert. Au-delà de ça, je n'envisage pas mon métier en restant calqué sur des images clés qu'on aurait pu m'apprendre. C'est-à-dire que oui, j'ai les outils que j'utilise de manière régulière et fréquente sous forme de tests, sous forme, alors des tests, soit des tests écrits, je pense par exemple au génogramme, soit des tests plus au niveau communication non verbale. Mhm. Par certains mots que je vais glisser, je vais voir les réflexes des Ah, personnes. d'accord. Euh, mais encore une fois, je les adapte. C'est-à-dire que rester sur de la théorie, quand on est vraiment dans la pratique, je trouve ça à la limite dangereux. On ne peut pas avoir le modèle type dans le cours et se dire que toutes les personnes qui vont passer devant nous vont suivre ce modèle type. C'est vrai. Ça voudrait dire qu'on renie quelque part une partie de la personne qui vient nous voir. Et il faut garder en tête que la personne qui vient, c'est parce qu'à un moment donné, on a su aussi lui donner la confiance nécessaire pour qu'elle vienne nous voir et qu'elle s'est retrouvée dans notre travail. Si on passe à côté d'un élément indispensable simplement parce qu'on n'a pas voulu écouter son instinct, parce qu'on s'est dit oui, mais dans le cours, il disait qu'il fallait faire comme Mm. ça, on est déjà presque en train de trahir la confiance que la personne nous a accordée, quoi. C'est peut-être un peu abrupt ma façon de voir les choses, mais c'est vraiment comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que faire mon travail
sans avoir déjà, moi, confiance en ce que je ressens, c'est pas de l'ego. Même si dans mes vidéos, on le voit passer, mon ego. Mais c'est pas de l'ego, c'est vraiment des choses que j'ai appris au fil de mes études et que mon expérience a renforcé. Ah, mais en fait, je suis vraiment d'accord avec toi, surtout quand on est dans une relation d'entraide, tout n'est pas marqué dans les livres. Même si les livres sont très intéressants, mais c'est vrai que, ouais, écouter ses ressentis, j'adore hein, honnêtement ce que tu dis justement du fait de t'écouter toi en premier, tu vois, pour ne pas trahir la confiance de la personne et pouvoir comment dire, lui transmettre. Je crois qu'il y avait la transmission qui ressortait. Justement, oui, par rapport au tourisme, de le transmettre justement et faire pas comme un effet miroir peut-être, ou voilà, juste transmettre pour, voilà, pour répondre au mieux aux problèmes qu'elle rencontre actuellement. C'est ça, tout à fait. Ok, bah ça c'est super aussi. Et j'aime bien aussi, je reviens aussi par rapport justement à la façon, comment tu vois justement le traitement d'un traumatisme comme une enquête avec les indices à trouver. Et on voit en tout cas de la façon dont tu exprimes que franchement ça te tient beaucoup à cœur justement et que, haha, ça y est, j'ai trouvé c'est quoi. J'ai trouvé c'est quoi et de voir le plaisir de la personne qui se rend compte que ça y est, on vient de toucher ce qui va pas et elle va pouvoir évoluer et progresser grâce à soi. Et même pour toi, c'est extrêmement gratifiant au final. Et en fait, C'est gratifiant et c'est valorisant pour la personne parce que, pour le coup, mes consultants pourront témoigner après cette vidéo-là. Quand on arrive à mettre le doigt justement sur le facteur déclencheur et que du coup, on arrive à débloquer la situation pour eux, je m'obstine, je m'évertue à leur expliquer que si on en est arrivé là, c'est seulement grâce à eux. C'est-à-dire que moi, je ne sers que d'intermédiaire. Moi, je suis là pour qu'on m'étale le problème devant. Voilà, le bureau est rempli de tous leurs problèmes et je remets les pièces dans un ordre qui, pour le coup, n'est absolument pas donné. Et c'est à eux, après, une fois qu'ils ont les pièces bien installées, bien répertoriées, de se dire, ah ouais, bah alors telle chose s'emboîte là-dedans, telle chose va avec ça, mais c'est eux qui font le travail. Moi, je sers de miroir, en fait. Et je ouais. m'évertue à leur rappeler, en fait, tout ce travail-là, tout cet accompagnement-là réside simplement dans le fait que parfois, je vais gratter là où ça fait mal et où ça dérange, mais c'est pour qu'eux prennent conscience de ce qu'ils peuvent mettre en place parce que les ressources, on les a déjà. C'est ça. Et c'est bien justement aussi d'avoir une personne qui permet de prendre conscience de tout ça, même si c'est nous qui prenons confiance et conscience dans les deux cas. Lapsus. C'est un lapsus révélateur, hein, la confiance en soi. Mais ouais, mais en tout cas, c'est super intéressant. Pour moi, j'adore. Et justement, on va revenir sur la gestion des émotions, madame. Donc, est-ce que justement, on pourrait prendre là une émotion, soit une que je choisis, soit une que tu choisis, et que tu nous fasses justement, vu que tu aimes bien parler des émotions, que tu nous fasses un petit descriptif improvisé autour d'une de ces émotions. Ouais. Est-ce qu'il y a une émotion qui te plairait le plus? Alors, est-ce que je me suis toujours demandé, l'émotion, c'est non? Le stress, c'est une émotion ou pas? Le stress et l'angoisse, c'est pas des émotions, contrairement à ce qu'on croit. C'est pour Euh, ça, justement. Ce sont des symptômes. En fait, le stress est bon quand… alors, on n'est pas dans les émotions, mais je peux t'en parler. Allez, allons-y! Ça va être le sujet. Le stress est bon parce que quand il arrive, en fait, il va mobiliser certaines hormones dans le cerveau qui vont déclencher cette espèce de vigilance qui apparaît et qui va te permettre de réagir à un danger potentiel. C'est ça le stress, en fait. C'est la réaction D'accord. à un danger potentiel. Le problème du stress, c'est quand il devient chronique. Parce que, en fait, une réaction de stress, elle dure que quelques secondes quand elle est saine. Et Mhm. on se rend compte que dans nos sociétés aujourd'hui, comme on a l'impression que tout s'amplifie en termes de dangerosité, en termes de risque, alors en période de Covid, on n'en parle même pas. Mhm. Ouais. Du coup, ce stress, au lieu de durer quelques secondes, eh ben, il a son pic, et puis au lieu de redescendre tout de suite, eh ben, il dure, il dure, il dure, il dure, il dure, il dure. Et plus il dure, et plus les hormones qui sont censées n'être qu'un shot d'hormones, eh ben, elles traînent. Et c'est de là qu'apparaissent après des pathologies type hypertension, type problématique rénale, type problématique cardiovasculaire, troubles du sommeil, prise de poids.
On en passe des meilleurs. On pourrait aller même beaucoup plus loin que ça dans les pathologies. Le problème en plus, c'est que quand le stress n'est pas géré correctement tout de suite, ça peut après se transformer en angoisse. Et l'angoisse, elle, devient pathologique. Ah ouais, d'accord. C'est là qu'après, on va se retrouver face à des personnes qui vont développer, par exemple, tout ce qui est maladie inflammatoire, parce que tout le corps est en hypervigilance constante. Wow. Et du coup, le cerveau ne fait plus la différence entre un danger réel et un danger potentiel. Il y a un schéma qui parle très très bien du stress. Je vais le faire rapidement comme ça. Allez, comme ça on est dans l'artistique aussi. La caméra, il passera. Mais c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux et qui est totalement vrai. C'est ce schéma-là. C'est-à-dire que la grande bulle, c'est tout ce qui peut-être un jour arrivera. La moyenne, c'est tout ce qui réellement est susceptible d'arriver. Et ça, c'est tout ce qui va vraiment se passer. D'accord. Au lieu d'être là-dedans, en fait, on est là. Et c'est ça qui déclenche le stress qui reste. Wow. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est une mécanique qui est mise en place de manière parfaitement inconsciente et sur laquelle il faut travailler le plus tôt possible pour éviter justement que le stress ne prenne trop de place dans notre existence et que ça déborde et qu'on finisse avec différentes pathos, avec un patho physique et psychique. Hein. Tout ce qui est dépression, tout ce qui est burn-out. C'est aussi parce que, alors, on ne va pas faire un cours de psycho, mais la dépression est différente du burn-out. Le burn-out, c'est vraiment focalisé sur le travail. C'est une dépression d'origine que le travail. Ah, d'accord. Il peut s'ajouter une dépression parce que ça peut foirer au travail à la base. Et puis derrière, il peut y avoir un ajout par rapport à mon mari ne me comprend pas, donc il me quitte, mes enfants partent avec mon mari, et là, oui, il y a dépression. C'est plus du burn-out. D'accord, ok, ouais. Ok. Tout ça à cause du stress. Ah ouais, le stress, ce petit stress, hein, il peut faire beaucoup de dégâts hein, quand il est dans sa vague haute. Hein. Et du coup, est-ce que en fait, quand on a du stress, est-ce que ça peut être aussi du stress inconscient, qu'on peut dire ouais, tout va bien, on est dans le déni, et qu'au final, non. Et comment on le reconnaît dans ces cas-là? Alors, tu as mis le bon mot dessus, c'est un déni. Et là, on n'est plus dans la sophro, on est dans la psycho. Le déni, c'est rien d'autre qu'un mode de résistance et de défense. C'est-à-dire que si on se confronte à un déni à un moment donné, c'est parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires, sans le vouloir et sans le savoir surtout, on n'a pas les ressources nécessaires pour faire face à une situation qui peut devenir problématique. Donc quand tu me dis on ne se rend pas compte de son stress, c'est très souvent le cas parce qu'on estime que il y a quelque chose qui nous embête, mais c'est pas grave, on peut en rajouter un peu plus sur la pile. Et puis un peu plus, et puis un peu plus, et puis un peu plus, jusqu'au moment où la pile elle nous dépasse. Et quand on arrive à ce débordement de stress, c'est déjà trop tard. Donc comment on s'en rend compte? On peut déjà s'en rendre compte avec des petits indices que votre corps va envoyer, quoi. Une prise de poids inhabituelle alors qu'on n'a pas plus mangé ou moins mangé. Ça peut être une fatigue qui s'installe et qu'on ne s'explique pas parce que on n'a pas fait la fête, on n'a pas travaillé plus, on n'a pas changé de rythme. Ça peut être des petites douleurs qui apparaissent, genre un peu comme une séance de sport un peu trop poussée, avec des courbatures, avec des problématiques dans les articulations, avec les cervicales, les épaules qui commencent à se tendre. Voilà. Quand on commence à avoir mal en haut du dos, c'est littéralement parce que ton corps est en train de te dire tu en as plein le dos. Il faut l'écouter parfois. C'est des choses bêtes, mais quand on commence à se pencher sur les tout petits messages comme ça, envoyés par le corps, auxquels on ne prête même plus attention, on a déjà les réponses. Il faut vraiment savoir écouter ce que le corps envoie. D'accord. C'est vrai que c'est super. C'est pour ça que c'est important et que des fois quand la tête elle veut pas, elle pense pas. Le corps c'est justement être attentif aux signaux de son corps. Et toi justement tu peux accompagner des personnes justement qui sont dans ces cas-là, qui se rendent compte qu'ils ont un souci de stress, comment dire, ou qui se rendent compte qu'ils mettent le doigt dessus. Tu les accompagnes avec la sophrologie ou c'est plus. D'accord. En fait, le gros avantage de la sophro dans le cas du stress, et là je vais défendre un petit peu mon steak au niveau de la sophro. Allez, vas-y, défends le test.
Steak. Le gros avantage de la sophro au niveau du stress, c'est que il y a plein d'études qui ont démontré qu'il y a un outil indispensable pour faire baisser le stress, c'est le souffle. Mmh. Plus on arrive à apaiser sa respiration, plus on arrive à amener d'oxygène et plus le corps va se relâcher naturellement. C'est chimique, c'est pas de la magie, c'est scientifique, c'est de la chimie, voilà. Et le gros avantage en sophro, c'est que comme du coup, à la base, avant de faire cette visualisation positive, on travaille sur les différentes respirations, on a plein de petits exercices, alors particulièrement pour le stress en plus, sur la respiration abdominale, sur des exercices de rétention et de relâchement, sur tout ce qui peut être aussi, j'ai perdu le terme, la cohérence cardiaque. Mmh. C'est des choses qu'on utilise énormément, ça, aujourd'hui. Il y a plein d'applications sur les téléphones qui existent. Et d'ailleurs, je ne me prive pas trop en général pour moi les tester et me rendre compte que ça fonctionne et du coup les conseiller derrière. Parce qu'il y a le travail qu'on fait en séance, mais il y a aussi tout le travail qu'il y a à faire entre les séances. Et puis, une fois qu'on a fini le traitement, même si traitement, ce n'est pas le bon terme, mais quand on a fini cet accompagnement-là, la personne, après, il faut aussi qu'elle sache se prendre en Oui. charge de Et manière oui. totalement autonome. Et C'est oui. très ingrat comme métier parce qu'on sait qu'on a réussi ce qu'on devait faire quand on se rend compte que la personne n'a plus besoin de nous. C'est très ingrat. J'ai plus Hyper besoin de valorisant toi. encore une fois. Quand on se rend compte qu'une personne arrivée au bout ressort avec un sourire comme ça, en disant Mmh. tiens, en fait, ça y est, je suis boostée, j'ai l'énergie, je sais que je peux faire face et que je suis capable. Ce mot-là, je suis capable. Mais c'est une victoire, quoi, vraiment. C'est magnifique ça. Mais c'est génial. En tout cas, tu donnes beaucoup d'informations et de conseils justement, et ça va servir aux gens qui ont du stress dans cette vidéo. Et puis voilà, si s'ils veulent aller plus loin, faire un accompagnement en sophrologie, ça peut être une super idée. Oui, je le conseille fortement, vraiment. Ouais. Mais c'est vraiment super. Alors, on va revenir sur un autre point. Sur tes réseaux sociaux, tu as pris le nom de la thérapeute aux pieds nus. Pourquoi? D'où ça sort? Je vais pas bouger la caméra, mais je suis encore pieds nus. Je passe Ah, ma vie pieds nus. c'est pour Bon, ça. allez, la preuve. Oh, tu es très ancré à la terre, hein. Ça va très bien avec Exactement. toutes les images de nature, de forêt, d'environnement. Il y a une reconnexion et un ancrage à la terre, j'ai l'impression. Chez moi, c'est totalement ça. J'ai une attache très particulière en fait à la nature et je ne me sens bien que quand j'ai les pieds nus. Ce qui est assez terrible parce que avoir les pieds nus quand on se balade en ville, c'est un peu compliqué. Surtout moi qui ne supporte pas le contact au goudron, aux trucs comme ça, c'est assez fatal. Après, il y a d'autres solutions qui existent avec des chaussures, ce qu'on appelle les drop zéro, où on a vraiment l'impression que la semelle est inexistante tellement elle est fine, où on a l'impression de marcher pieds nus. C'est une alternative comme une autre. Pour autant, j'ai choisi ce mot-là, cette dénomination-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Mm. C'est-à-dire que une fois que j'aurai réussi à obtenir ce diplôme, ce certificat, ce n'est pas un diplôme d'État, c'est un certificat, soyons précis sur les termes, ce certificat de psychoprate, je serai psychoprate. Mais je n'ai pas envie de laisser la sophro. Donc, je préfère me catégoriser sous la dénomination thérapeute, Mhm. en sachant que j'ai plein de petites cases dans ma grande boîte Ouais. que je vais pouvoir utiliser à volonté et au besoin. Donc la dénomination thérapeute me va très bien. Et aux pieds nus, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est presque devenu une marque de fabrique. Quand les gens viennent à ma rencontre dans mon cabinet, ils savent. Alors dans le nouveau cabinet, c'est encore plus flagrant que dans l'ancien. Ils savent qu'ils vont me trouver pieds nus. Quelle que soit la saison, quel que soit le temps dehors, je serai pieds nus dans mon cabinet. Ouais. Et je les invite en général à faire pareil. Parce que tu l'as très bien dit, il y a une reconnexion qui se fait du moment où on est pieds nus. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que d'être pieds nus? Tous les enfants veulent être pieds nus. Ah bah oui. Enfin,
quand je vois des personnes avec des semelles épaisses comme ça, je me dis, mais le mal qu'ils se font, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de sentir l'herbe, la terre, n'importe quoi, en fait. Quoi que ce soit, c'est du bonheur de l'avoir sous les pieds nus, vraiment. Si vous ne le faites pas, par pitié, faites-le. Voilà. C'est indispensable. Et puis même physiologiquement, déjà, ça vous réaligne au niveau du dos, au niveau des hanches, au niveau des jambes. Ça crée une circulation que vous n'aurez jamais en ayant des chaussures tout le temps. Et puis, alors après, là, c'est plus au niveau énergétique. C'est pas trop ma branche à moi, mais je le vis au quotidien, donc j'en parle de connaissance. C'est fou l'énergie que vous gagnez quand vous êtes pieds nus. Oula, c'est Parce intéressant. que vous êtes littéralement, au premier sens de la chose, à la terre. Tout ce qui ne va pas, vous l'éliminez par le sol. Wow. C'est salvateur, vraiment. Ah, c'est génial. Mais en fait, c'est génial de découvrir ça. Je me suis demandé par rapport au nom que tu avais pris, mais en fait, ça fait super sens, quoi. Ouais, Ça a beaucoup ouais, de ouais. sens. C'est... Et puis maintenant, moi, je vais penser la thérapeute aux pieds nus. Allez, c'est Marianne. Et j'aime beaucoup, en tout cas, comment tu as trouvé ça. Ça te va très bien. Cette dénomination, on appelle ça comme ça, ce titre. Super. Bah, en tout cas, merci pour l'explication sur l'origine de ce nom. C'est génial. Alors, ensuite, on va parler des cercles de femmes. Ça consiste en quoi? Alors, dans les cercles de femmes, il y a plein de modes de fonctionnement différents. Moi, j'en ai choisi un qui me correspond, encore une fois. Je n'ai pas envie de faire, j'allais dire de la copie, c'est pas forcément de la copie, mais j'ai pas envie d'aller sur quelque chose sur lequel je ne me retrouve pas. Et comme j'ai une orientation, je crois que ça se voit un peu, une orientation très celte et nordique, Mhm. je suis partie vraiment sur un accompagnement qui ne suit pas les règles qu'on pourrait trouver dans les cercles habituels. Oh, d'accord. Si jamais tu te renseignes un petit peu sur les cercles de femmes classiques, tu vas certainement tomber sur des choses type les 13 mères originelles ou les tantes rouges qui sont merveilleux. Hein. C'est une expérience incroyable à faire une fois dans sa vie. Pour autant, ce n'est pas ça que j'ai fait le choix de suivre. Euh, Mes accompagnements en moi dans les cercles de femmes, comment ils se passent? En fait, on se retrouve toutes autour d'un centre que j'aurais créé et à chaque fois il est unique. Avec des choses très naturelles, quoi, des bâtons, des pierres, enfin un petit peu ce qu'on retrouve derrière moi. Mm. D'ailleurs, cet arbre-là, je l'utilise très souvent pour le mettre au cercle, avec des bougies, avec des coussins, des couvertures, enfin quelque chose de très cocooning. Et on fait une ouverture de cercle. L'ouverture va être le moment où je vais allumer la bougie centrale pour apporter littéralement de la lumière au cercle. Et puis, en général, je l'ouvre avec une prière druidique, pardon, parce que voilà, je suis cette voie-là, à titre complètement personnel. Je ne cherche absolument pas à convaincre qui que ce soit de suivre cette voie-là. Ça m'appartient et je suis bien dedans. Et donc, j'ouvre cette prière-là. Et ensuite, chaque personne est amenée avec un petit bâton de parole. Chaque personne est amenée à prendre ce bâton-là et sur un temps restreint, parce qu'on essaie d'être très équitable au niveau du temps de parole, sur un temps restreint, la personne, en gros, vide son sac, dit ce qu'elle a besoin de lâcher, soit sur un thème précis, soit vraiment libre d'expression. Ça dépend des soirs. Et puis, le but, c'est que les autres, pendant ce temps de parole-là, ne parlent pas, qu'on soit là pour absorber, pour intégrer ce qui est arrivé à notre sœur de cercle et qu'on la porte dans sa difficulté. Et une fois qu'on a fini le tour de parole, on fait un temps de pause autour d'un thé, alors, dans les prochains à venir, il va y avoir des pâtisseries. Mesdames, préparez-vous, vous allez grossir. C'est pas grave, ça fait une plus grande surface de caresse, c'est merveilleux. Et puis, une fois qu'on a fini ce temps de pause, on part sur une méditation guidée qui va permettre d'évacuer toutes les tensions verbales qu'on aura pu lâcher et les tensions physiques qui pourront y être liées.
Et les thèmes, après, changent d'une période à une autre, fonction du moment dans l'année où on est, fonction des problématiques qu'on aura rencontrées. Parfois, ce sont des méditations pardon, que j'ai écrites. Parfois, ça me vient de manière totalement, encore une fois, intuitive. C'est très variable, ça dépend de plein de choses, de l'ambiance du cercle, de ce qui va y être déposé. C'est très variable, très variable. La seule chose sur laquelle je ne reviens pas, c'est que les femmes qui viennent dans ces cercles m'accordent une confiance totale et absolue. Vraiment, à chaque fois que j'y vais et que je vois ces femmes arriver dans ce cercle, je me sens mais bénie parce que c'est quand même incroyable que des personnes qui me connaissent à peine s'accordent à dire on va le tenter avec elle et puis on va lui confier des choses très intimes, quoi. C'est assez fou. C'est une expérience mais qui m'a transformée, vraiment. Et le gros avantage, c'est que comme pendant le temps de parole, il n'y a pas d'échange, le silence qu'on aurait pu croire gênant, en fait, c'est une vraie catharsis, en fait. La personne, on va tellement la porter dans sa douleur, tellement être dans la bienveillance, que toute cette idée du je vais être jugée pour mes expériences vécues se dissout. Ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est magique, vraiment. Wow. En tout cas, tu le représentes, tu le narres très bien. Narration, ça, waouh, ça a l'air génial comme expérience. Et puis, ouais. Et en plus, tu y apportes encore une fois, tu apportes ta personnalité, ta patte, tout ça, et ça, c'est super. Et je trouve ça, ouais, génial que des personnes justement viennent, se confient, presque sont vulnérables et qui aient cette écoute. Tout ça, ça doit être vraiment un moment assez intense à passer. Ça l'est. Et c'est très drôle parce que, quitte à être totalement dans l'honnêteté quand les personnes viennent à ma rencontre, je participe aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas là que pour mettre en place ce cercle. J'en fais partie. Et Waouh. même il n'y a pas de la gestionnaire et puis les autres. Non, c'est vraiment tout le monde sur le même pied d'égalité. Et du coup, elles me confient des choses très intimes. Je leur confie des choses qui me sont très intimes aussi. Et cet aspect vulnérabilité que tu as très bien relevé, il existe, mais il est réciproque. Hmm. Et tu fonctionnes vraiment sur une idée de confiance mutuelle qui ne s'explique pas. C'est là, c'est tout. Waouh. C'est magnifique, c'est magique presque quand tu en parles. Ouais, c'est ça. Pour le coup, là, c'est pas de la science. C'est du cercle de parole. C'est vraiment quelque chose. C'est très difficile à décrire en fait. Je me rends compte Ah à non, quel mais point. c'est bien, franchement, j'aime bien. C'est ça, c'est très bien hein, comment tu le dis. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je suis très énergétique. Enfin, aussi, je ressens pas mal tout ce qui est énergie et tout ça. Et la façon dont tu le décris, en tout cas, moi, ça me fait voyager. Et je ressens dans ta voix justement l'intensité que tu mets et tout et tout. Et en tout cas, pour moi, ça me parle. Bon, c'est parfait. Ça me rassure un Mais oui, peu. mais oui, mais oui, mais oui. Et puis la façon dont... Si. Franchement, c'est très bien décrit et très bien narré. Voilà, Merci. je suis transportée. Ok, bah justement, j'ai l'impression que tu vas faire cette expérience-là, mais d'une manière justement un peu plus poussée. On va parler de la retraite que tu as prévue Oui. pour, dans les prochains mois. Alors exactement, de ce que j'ai appris pour resituer un petit peu, et après on va rentrer plus en détail dessus. C'est une retraite qui va se dérouler le temps d'un week-end. C'est dans le Loiret et c'est en octobre, le 10 et 11 octobre. Et tu l'as appelé Retour à soi. Ouais. Voilà, donc on y est. Bon, pour ceux qui sont intéressés, il y aura aussi les informations dans la description pour si vous avez envie de participer à une retraite. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une retraite? Pourquoi ce thème-là? Et qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que comme je suis toujours têtue, bornée et que j'ai très envie de transmettre, Mhm. c'est compliqué de se limiter quand on a envie de transmettre à seulement faire des séances ou des cercles. On a envie à un moment donné de faire ça sur une durée plus importante, avec des ateliers plus construits, avec des choses plus poussées, peut-être plus intenses. Un petit peu comme ça se fait beaucoup d'ailleurs avec des retraites de yoga.
où on va vraiment aller chercher des ressources très loin à l'intérieur de soi. Et pour le coup, en sophro, ça se fait peu, parce que le principe de la sophro, c'est quand même que ce soit des séances courtes. Mhm. Donc, encore une fois, j'ai adapté. Oh, mais c'est génial! J'ai adapté, c'est-à-dire que je suis partie sur des exercices que j'applique dans mes séances de sophro et je les ai transposés sur tout un tas d'ateliers différents en fait, où on va beaucoup travailler sur d'anciens rituels. Mhm. Alors, prioritairement druidiques, mais aussi nordiques. D'ailleurs, le site que j'ai trouvé est un site où le gîte est scandinave. Donc, on va vraiment être, voilà, l'endroit est parfait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est parfait. Et donc là, on va beaucoup travailler sur comment revenir aux bases de soi, comment réutiliser les éléments autour de nous, l'eau, la terre, le feu, l'air, comment les absorber de façon à ce qu'ils restent vraiment profondément ancrés, comment réapprendre à vivre avec d'autres personnes en pleine conscience. Typiquement, les repas qu'on préparera sur place seront majoritairement des repas crus pour aller vraiment chercher dans de l'énergétique. Et ce sont des choses qu'on fera ensemble parce que je tiens absolument à ce qu'on reste sur un pied d'égalité. Il va y avoir aussi des soins qu'on va se faire de manière, encore une fois, très intuitive. D'ailleurs, en parlant d'intuition, il y a un atelier dans cette retraite-là qui tourne autour du maquillage intuitif. C'est-à-dire que là, on va se mettre par deux avec des pigments naturels et il va falloir faire suffisamment confiance à l'autre pour qu'elle nous maquille de manière totalement tribale et arbitraire, mais selon ce qu'elle sent en termes énergétiques chez nous. Mm. C'est des choses, pour l'avoir vécu moi, le résultat est incroyable, quoi. On revient vraiment, on a l'impression de presque de sortir de sa caverne, quoi. C'est si on peut donner un équivalent, aller chercher à quoi ressemblent les maquillages Pict, par exemple. Si vous avez vu Brevard, vous voyez grosso merdo à quoi ça ressemble, pour parler un peu cru. Ça peut virer à ça, quoi. Vous allez vous retrouver avec une moitié bleue, avec une autre moitié verte, avec des choses magiques, encore une fois. Et tout a un sens. Tout est, tout est profond. Et retour à soi, c'est vraiment ça. C'est se souvenir de ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on met de côté parce qu'on n'a pas le temps dans notre société moderne. Parce qu'on ne prend pas le temps. Mais il y a autre chose que la société moderne. Il y a nous. Et il faut retourner voir ce qu'il y a dedans. Waouh! En tout cas, encore une fois, tu es une très bonne narratrice, hein. Voyager, hein. Tu fais voyager ça. Et puis, je trouve aussi que la retraite que tu prépares, je la trouve très diversifiée, justement. Tu dis, il y a la reconnexion à soi, il y a aussi une partie, justement, par rapport aux éléments, le maquillage intuitif. Alors, j'ai vu aussi, parce que j'ai regardé, la libération du corps aussi, se reconnecter à son corps, Ouais. tambour et chants ancestraux aussi, justement, pour avoir une ambiance vraiment comme tu les aimes, druidique, nordique, tout ça, tout ça. Et un dernier point qui m'a aussi intriguée, c'était écrire sa légende personnelle. Qu'est-ce que tu en Ah, penses? alors, ça c'est quelque chose que je fais moi à titre perso, mais que je n'ai jamais fait en atelier. Donc ça va être une grande première. En gros, l'idée, c'est qu'est-ce que j'aurais pu être si j'avais enlevé toutes ces limites que je m'impose. Même pas qu'on m'impose, mais vraiment que je m'impose. Et derrière ça, il y a toute la responsabilisation du c'est pas les autres qui m'ont limité, c'est moi-même. C'est de ma faute si j'ai pas fait ça, 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 ça. Si je ne suis pas devenue ça, 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 ça. Et là, on peut partir dans des choses, mais magistrales, quoi. Si on a envie à un moment donné d'écrire sa légende en disant, bah en fait, je suis Wonder Woman et je peux voler et je peux aller à la poursuite des méchants et aller vraiment sorti de son contexte, ça peut paraître débile. Et pourtant, ça fait prendre conscience de l'importance, de la puissance des mots. C'est pour ça aussi que tu avais raison en disant que j'écris beaucoup sur les réseaux. Mm. Je passe par le mot énormément. Oh oui. Mm. Parce que le mot a son pouvoir, le mot a sa force.
on ne se rend pas compte. Alors là, je fais une petite parenthèse. J'ai l'impression vraiment qu'on a oublié dans notre monde moderne à quel point les mots sont forts, en très bon comme en très mauvais. Le nombre de personnes qui se sentent mal dans leur peau parce qu'une fois quelqu'un aura eu le malheur de leur dire « mais t'as vu à quoi tu ressembles ? Mais tu fais pas un 36 ?» Ou le pire de tout, c'est rentrer dans un magasin et se retrouver confronté à une vendeuse qui dit « ah mais madame, on n'a pas votre taille ». Enfin, sur l'instant, c'est des choses, c'est que du mot. C'est que du mot. Et la personne, en plus, quand elle le dit, elle ne se rend absolument pas compte de l'impact, de l'enjeu. Pour moi, c'est inconcevable ça. Ça me blesse profondément qu'on ne comprenne pas que chaque mot a un sens et une utilité et une fonction. Donc, quand je parle de l'écriture de sa légende personnelle, ça veut dire on enlève tout cet aspect sociétal qu'on nous impose. On se pose devant sa feuille, on prend son stylo et on écrit ce qu'on a envie d'être. Si demain, ma légende personnelle, ça va partir sur un « j'ai envie d'être une biche qui se promène au fond de ma forêt », je serai une biche qui se promène au fond de ma forêt. Point. Ça n'engage que moi. Si c'est mon besoin de cet instant-là, et ben plus je vais l'écrire, plus je vais me convaincre que ce que j'écris est vrai et plus je vais me libérer. Et il n'y aura que moi pour dire si oui ou non c'est cohérent avec ce dont j'avais besoin. C'est magnifique. Ça va être très puissant comme retraite. Hein. Ça va être... Ça m'a remué, oui, il ne faut pas se mentir. Franchement, moi, j'adore découvrir ça. Donc, ça va être génial. Je verrai quand il y aura les retours. Eh ben, j'espère qu'ils seront bons. Mais oui, ça va être génial. Donc super. Et puis j'ai vu justement, tu parles justement des mots et tout ça, et ça se voit sur les réseaux sociaux. Bon, que tu es vraiment, moi je trouve que tu as un langage doux, bienveillant, poétique. Parfois, il y a même un moment donné, j'ai cru voir passer un texte en vers avec des rimes. J'ai dit, ah oui, et je trouve ça bien parce qu'en fait, tu as une façon d'aborder les sujets. Ça change beaucoup de ce qu'on voit. Enfin, en tout cas, peut-être. Bon, je connais pas tout Instagram, hein, et personne ne connaît tout Instagram. Mais moi, par rapport à, ouais, parce que c'est une vraie fourmilière en fait. Mais de ce que j'ai vu, c'est que tu vois, tu es pas justement. Alors, chaque personne apporte sa personnalité et son énergie et une partie d'elle dans ses écrits. Et j'aime beaucoup tes écrits justement parce que en fait, c'est une approche douce, bienveillante et qui donne envie de réfléchir sur certaines choses. Il y a des publications comme qu'est-ce qui vous fait vibrer ou les mots que tu utilises et tout ça, ça donne, je sais pas, ça accueille, c'est invitant, ça donne envie de. Mais franchement, voilà. Donc, de toute façon, tout sera marqué dans le descriptif. Donc, si vous avez envie de voir, il y a le Facebook, il y a Instagram, c'est vraiment. Et puis, avec les images de nature et tout ça, on voit qu'il y a une sorte de voilà, reconnexion à la nature. Mais ça me rassure beaucoup en fait ce que tu dis parce que il y a une phrase très juste que j'aime beaucoup, c'est je ne cherche pas à convaincre, je donne à réfléchir. C'est pas de moi, hein, mais c'est vrai, c'est exactement ça que j'essaye de faire. Chaque texte que je publie, alors il faut savoir en plus que je me suis prise au jeu, c'est-à-dire que sur Instagram, les publications sont presque tous les matins et c'est presque devenu un journal intime en fait, mon Instagram. Ça ressemble un peu à ça, où je vais poser ma réflexion du matin. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde se lève, moi, je suis déjà sur Instagram en train d'écrire ma réflexion qui va me pousser dans ma journée. Wow. Il y a ça. Et par contre, sur Facebook, sur ma page pro, je les programme, mes publications. D'accord. C'est-à-dire que là, j'ai 2 semaines, 3 semaines de marge sur lesquelles j'ai déjà programmé toutes mes publications, une par jour, du lundi au vendredi. Et c'est pour ça que j'ai dit que je me suis prise au jeu, parce que comme du coup, il m'arrive d'avoir des flots de choses à raconter, je mets mon image, je m'inspire de cette image-là, je mets mon mot. Mais comme j'ai 3 semaines d'avance, quand le matin, ma publication arrive, je la redécouvre. Il y a des moments où je ne savais même pas que j'avais mis ces mots-là. Je ne me rendais pas compte que j'avais mis ces mots-là. Et du coup, quand je vois les commentaires disant « Oh, mais t'es tombé juste, mais c'est exactement ça », dans ma tête, c'est « Mais
comment j'ai fait, puisque même moi, je ne savais pas que ça allait être ça aujourd'hui. Ah, C'est et, c'est un super exercice quelque part. On parle encore de la puissance du mot, mais c'est un très bon exercice. Il y a plein de pages sur Facebook qui font ça de plus en plus. C'est une espèce d'éphéméride en fait. Par exemple, aujourd'hui, mercredi 26, pensez à vous, faites tel et tel truc. En fait, ça rentre un peu dans cette catégorie-là, sauf que je ne me souviens pas. C'est bizarre, mais ça marche. Mais ça me rassure beaucoup cette idée que les gens me disent tu nous as mis une réflexion. Et puis, du coup, ça a découlé de quelque chose qui traînait chez nous depuis quelques temps et ça nous a fait réfléchir et on a peut-être trouvé une autre façon, une autre approche, une autre idée. Je me dis que moi qui cherche la transmission, en tout cas, j'aurais au moins transmis cette idée de des fois, il ne faut pas grand-chose. c'est ça. Et puis, enfin, en tout cas, moi personnellement, après chaque personne a sa façon de voir les choses, mais je suis enfin très attentive à tout ce qui est écrit. Enfin, moi j'aime tous les supports visuels, hein. Donc, visuels, tous les supports. Voilà. Et en fait, l'écrit, en fait, en tout cas, les mots que tu mets, des fois, il y a des choses, je sais que ça résonne en moi, que ça touche une émotion ou quelque chose. Donc, ça touche. Et puis, j'écoute, waouh. Et puis, ça donne aussi le sourire, tu vois, pour la journée et tout ça. Donc, ouais, franchement, en tout cas, me concernant, j'aime beaucoup. Merci. En tout cas, tu es vraiment très créative parce qu'on parle des publications. On parle, mais on peut aussi parler des vidéos, même si tu n'en mets pas en ce moment, parce que ça fait longtemps. Mais on sait que enfin, je sais aussi que tu as une plateforme YouTube où tu partages des vidéos. Alors là, franchement, si vous n'avez jamais vu les vidéos, ça vaut le coup parce que franchement, c'est aborder des thèmes sur les émotions, le développement. J'ai plus de voix. Au secours! Ça y est, t'en as perdu tes mots, dis donc. Tout à fait. Mais voilà, franchement, c'est intéressant parce que Marianne aborde des sujets vraiment autour du développement personnel, de la gestion des émotions, mais avec une touche d'humour. J'ai l'impression même que tu as fait du théâtre, quoi, dans une autre vie. C'est pas possible. Ouais. Non, mais t'es tellement à l'aise, c'est dingue. Un truc Et, pour le coup, jamais j'en ferai, je crois, parce que c'est trop compliqué pour moi et de. pourtant, t'es tellement naturel, en tout cas sur l'improvisation. Enfin, bon, je me doute qu'il doit y avoir quelque chose derrière, mais tu es tellement naturel quand tu joues le jeu que c'est dingue. Alors, on va un petit peu resituer les choses. Donc, tu proposes deux types de vidéos. Tu as les vidéos Terpnos. Alors, Terpnos, ça, je vais vite fait expliquer, mais de toute façon, si vous voulez plus d'explications, Marianne a fait une petite vidéo qui explique plus en détail le terme Terpnos, mais en fait, tu vulgarises un thème enfin, tu vulgarises, tu essayes de transmettre un message pour qu'il soit plus accessible sur un mot en sophrologie ou en développement personnel. Donc, les derniers qu'on a vus, c'était triangle de Karpman, pulsion, attachement, voilà, ce genre de choses-là. Et après, il y a des mots plus techniques du genre terpnose. Il y avait anagramme, c'est bien ça? Non. Attends, je Ah, sais plus. Je sais plus ce que j'ai publié. c'est le truc quand tu fais au début d'une séance de sophrologie et que tu discutes avec la personne. L'anamnèse. J'étais pas loin. Je l'avais pas C'était noté. l'anamnèse. Je vais Donc te voilà. pardonner, c'est pas un terme évident. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, ça vaut le coup justement de voilà de regarder. Et la deuxième chose, c'est Instant Bref, mais qui est pas si bref que ça, je dirais, parce qu'il y a Madame Lego qui vient prendre de la place. Et et je trouve ça génial parce que franchement, ça vaut vraiment le coup, hein, parce que ça fait découvrir des termes, mais avec des façons. Moi, j'ai regardé. Et il y a des choses que je me souvenir, ça c'est clair, hein. Petite parenthèse, la boule de papier qu'on froisse et qu'on jette avec la colère, franchement, ça vaut le coup de regarder ça. Donc voilà, et je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, l'envie de faire ce genre de vidéo comme ça? Je suppose qu'il y a toujours ta personnalité et à ta façon qui rentre en jeu, mais… Alors en fait, moi je suis une grande fan des chaînes YouTube qui vulgarisent les choses. J'adore ça parce que je trouve aberrant qu'on soit condamné à rester sur des termes très simples ou simplistes, ce qui est déjà un gros mot dans ma bouche,
sous prétexte que non, c'est réservé à une élite ou à un contexte ou à un certain petit nombre de personnes. Je ne comprends pas, moi, cette démarche-là. Donc, quand je me retrouve sur des chaînes, alors il y en a une en particulier que j'aime d'amour, c'est la chaîne de Bruce Benamran, Y penser. Je suis la dernière des quiches en termes de physique, de maths, oh, mais ça me donne des boutons, moi. Et pour autant, je vais sur sa chaîne, je comprends tout. C'est improbable, mais je comprends. Et du coup, c'est le genre de personne qui m'a donné envie, toujours dans cette idée de transmission, je suis dans mes études de psycho et je passe un temps fou à devoir aller chercher certains termes techniques, certaines définitions de pathologie, certains blocages, Et si, moi qui ai passé ce temps à chercher, je faisais gagner du temps aux autres personnes qui ont besoin de comprendre. Et tout est parti de là. Et du coup, pourquoi ces deux formats? Parce que le Terpnos me permet vraiment d'être dans de la vulgarisation pure et dure, des choses que j'essaye de rendre les plus simples possibles. Des fois, c'est vraiment pas évident. Et puis, l'instant bref, parce que ça me permet plus d'être dans le créatif avec mon ego. L'ego est arrivé, mais de manière improbable en plus. C'est simplement en parlant avec mon mari, où je lui dis, mais j'aimerais créer un échange. J'aime pas cette idée d'être toute seule dans une pièce, dans une scène, et qu'il n'y ait pas d'interaction. C'est pas logique pour moi. Et il me dit, mais pourquoi tu ferais pas une copie de toi, mais très théâtrale, très, très exagérée? Et on cherchait, on réfléchissait, on s'est fait un brainstorming autour de ça. Ça a duré des heures. Et puis, je ne sais plus, c'était plein été, j'ai dû aller me changer parce que j'avais trop chaud et je suis ressortie habillée tout en noir. Et là, il me fait, c'est ça. En fait, tu vas complètement changer. Tu vas être dans la position de la sophro, très neutre, très suisse. M'en voulez pas les Suisses. Et puis, tu vas avoir l'autre personnage habillé tout en noir et toujours très critique, très, très acerbe, à la limite du politiquement correct à certains moments. Et ce sera ton ego. Je lui dis, bah, j'espère bien que mon ego ne se rend pas à ça quand même. Et le fait est qu'on est parti sur cette première vidéo avec ces deux personnes. Quand je les regarde, sincèrement, j'ai du mal à intégrer que c'est moi, particulièrement l'ego, et où je me retrouve à avoir un véritable échange. Et quand j'écris ces vidéos, je suis toujours... je ne fais pas, comment dire, tout la sophro et tout l'ego. Il y a toujours le dialogue qui se crée comme si j'écrivais un livre en fait. Les deux communiquent l'une derrière l'autre. Je ne peux pas les séparer. Il y a toujours cette réponse, cette espèce de jeu de ping-pong, quoi. Et c'est génial à écrire. Alors oui, certes, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié, mais j'avoue que ça me manque d'écrire, mais je manque de temps parce que je finis mes études. Il est clair que d'ici la fin de l'année, il y en aura d'autres. J'aimerais bien me retenter quand même un instant bref, ne serait-ce que pour Noël. Je vais réfléchir au thème. Si tu as des idées de thèmes, donne-les-moi. Si vous en avez, mettez-les. J'aime bien avoir des idées comme ça qui viennent de l'extérieur et puis pouvoir après les exploiter. Bah d'accord, bah du coup, si j'ai des idées, eh ben, je n'hésiterai pas à te dire qu'est-ce que j'ai envie de voir avec Madame Lego qui se manifeste. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup de voir parce que justement, on voit que tu t'éclates à faire ça. Hein. Ah, t'es tellement génial. naturel. C'est génial à faire. Alors, pour le coup, c'est très personnel. Ça m'a fait travailler à mort sur mon schéma corporel. Je me rends compte à quel point dans les toutes premières vidéos, j'étais figée. J'étais complètement coincée, complètement... c'était dur, quoi. C'était une épreuve. Et comme aujourd'hui, je suis devant la caméra en me disant, mais whatever, tu t'amuses. Vas-y, lance-toi. Et c'est génial. C'est merveilleux. Ça vaut le coup, en tout cas, et que tu en fasses plus parce que c'est super cette histoire d'ego aussi. Et c'est justement, ça capte l'attention parce qu'au début, je commence à t'écouter et après, je vois l'ego qui arrive. Je serai accompagnée par ça. Et moi voilà.
Je donne le truc, ouais, franchement, ça vaut le coup d'aller regarder. Et du coup, bah justement, l'ego aussi, pour toi, c'est un sujet qui te tient très à cœur, j'ai vu dans une de tes publications. Et donc, je voudrais savoir un petit peu si tu pouvais dire, que tu arrives à dire un peu brièvement, la différence entre un ego qui est sur ou sous-dimensionné et un ego équilibré. C'est Que vaste. tu... Déjà, je pense que tu fais référence à mon petit coup de gueule qui m'a pas fait que des amis, mais je l'assume parfaitement. Non, mais de toute façon, Très si nécessaire. Euh, il m'est insupportable d'entendre dans cet univers du développement personnel et du bien-être qu'il faut supprimer l'ego. C'est quelque chose qui est parfaitement contre-intuitif et tout sauf naturel. Il me semblait, mais je me suis peut-être trompée quand je me suis lancée là-dedans, il me semblait qu'en termes de développement personnel, le but était d'être holistique. Et holistique veut dire prendre l'intégralité de la personne en compte. ouais. Je ne vois pas comment on pourrait prendre l'intégralité de la personne en compte si de base on lui dit l'ego est mauvais. Ça m'est mais insupportable quoi. Si on n'a pas d'ego, donc je vais t'expliquer du coup à quoi correspond un ego sous-dimensionné. Si tu n'as pas d'ego, est-ce que je le fais schématique ou pas? Schématiquement, tu es une serpillière. N'importe qui peut passer, te marcher dessus, t'écraser et tu diras ok, c'est pas grave. Non, c'est pas possible. Si tu as un ego surdimensionné, tu es Trump. Il n'y a aucune limite. Enfin, tout déborde, quoi. Es, en tout cas, tu as l'impression, à défaut de l'être, d'être surpuissant, que tout est dû, que tu dois être le centre de l'attention puisqu'il n'y a que toi qui compte, parce que tu es le meilleur, parce que Mhm. les autres n'arriveront jamais à ta cheville, parce que heureusement que tu es là pour sauver l'univers. Enfin, on peut en aller très très loin dans cette théorie-là. Un ego équilibré, c'est un ego qui te permet à minima de te respecter, du coup de te faire respecter, et un ego surtout qui te permet de comprendre comment tu fonctionnes. Si tu n'as pas ce minimum vital, tu vas être dans l'un des deux extrêmes. C'est dérangeant pour moi qu'on reproche aux gens de tenir à leur ego. L'ego, au même titre que les émotions, n'est pas mauvais. C'est le débordement qui est mauvais. Mais l'ego est indispensable. Il est insupportable d'entendre non, non, l'ego est mauvais, il faut le mettre de côté. Alors, quand en plus sur les réseaux sociaux, la grande manie, c'est de mettre des petites phrases, des citations, des machins. Stop, quoi. C'est la psychologie positive a ses limites, quoi. Il arrive un moment, ça devient toxique. Bah, en tout cas, je trouve ton avis là-dessus super intéressant parce que bah, bon, moi, je me suis pas spécialement. J'ai plus de voix. Je vais y arriver. Mais je me suis pas spécialement regardé le sujet, mais je trouve ça super intéressant d'avoir un autre point de vue. Et tu as bien expliqué les choses entre l'ego sur et sous-dimensionné et l'ego équilibré. Et enfin, en tout cas, en tout cas, je rejoins ton point de vue. Voilà. Merci. Ça me rassure. Non, 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 si, c'est vrai, franchement. Après, on va pas tout débattre, tout, parce que de toute façon, ça ferait, je pense qu'on prendrait jusqu'à toute la nuit si on discutait de plein de sujets différents. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant d'avoir ton point de vue et que bah, même si tu vois, c'est pas le même que d'autres personnes, bah, je trouve que voilà, c'est aussi juste aussi, surtout quand on l'explique et qu'on argumente, chacun peut avoir son point de vue sur la chose. Et moi, je te rejoins. Voilà. Merci. On est Ok, alors maintenant on va passer sur les questions un peu plus entre guillemets personnelles parce que là on a parlé de sophrologie, tout ça, tout ça. Et là on va passer sur les questions, on va essayer d'être un peu plus instant bref. Oh. Donc bon, sans l'ego, hein. Quoique l'ego il va peut-être ressortir à la fin, mais bon, on verra ça. Donc du coup ça va être des petites questions. Du coup, la première grande question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport au druidisme et à la culture celtique, parce que tu es vraiment passionné par ce sujet-là. Est-ce que tu as une histoire à raconter dessus ou dire comment tu as découvert ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te plonger justement dans cette passion? On va revenir dans l'intuition. Euh,
j'ai toujours senti cet attrait pour l'histoire et la culture celte. Et ça a commencé à sévèrement se développer aux alentours de 16 ans, où je me suis penchée plus sérieusement sur les enseignements druidiques. Mhm. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on croit, le druidisme n'est absolument pas une religion. C'est un courant de pensée au même titre que le shintoïsme, que le bouddhisme. Alors certains diront, bah non, le bouddhisme est une religion aussi, si on veut. C'est pas mon point de vue, mais je respecte ceux qui le croient. Et c'est avéré qu'après moult recherches généalogiques, en fait, je me suis expliqué cet attrait pour tout ce qui est en lien avec les Celtes et avec les Nordiques. Parce qu'après test et après vérification ADN, il se trouve que je porte les deux dans mon sang. Oh. Voilà. Quand je parle d'intuition, c'est que je ne crois absolument pas au hasard. Voilà. Pourquoi le druidisme? Parce que ça représente 98%, parce qu'il y a toujours les 2% de faille, 98% des valeurs que je porte. Le respect à la nature, le respect à l'autre, Mm. c'est très, très animiste comme vision des choses, c'est-à-dire que le moindre caillou que je vais frôler a une âme et il a une raison d'être. Ça ne veut pas dire que je m'interdis de marcher sur les cailloux ou l'herbe. Ça veut dire que quand je le fais, j'ai conscience que je marche sur le caillou ou sur l'herbe et j'ai conscience de mon impact sur mon environnement. Ça ne veut pas dire non plus que je suis végétarienne, ce qui peut paraître paradoxal, mais ça veut dire que quand je mange mon morceau de viande, ce qui est de plus en plus rare, on va l'admettre, j'ai conscience que je mange mon morceau de viande et j'ai vérifié d'où venait mon morceau de viande. Je me suis assurée qu'il n'y avait pas eu de cruauté autour et qu'il n'y avait pas eu d'élevage intensif et d'abattage intensif. Et je sais d'où ça vient et je sais comment et je sais pourquoi. Le druidisme, en fait, s'est imposé à moi plus que moi, je ne suis allée le chercher. Et c'est quelque chose qui est encore plus vrai depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, une bonne année et demie, depuis que je suis rentrée dans l'ordre des bardes, ovates et druides, qui est l'un des gros ordres druidiques du monde. On est plus d'1 million à l'intérieur et je m'y retrouve, tout simplement. Mais en tout cas, merci pour ce partage. Je trouve ça très beau. Et si justement, c'est pas non plus quelque chose de commun, mais ça fait toujours partie de ton intuition, ta Je n'ai pas personnalité. menti en disant atypique au début. Atypique, oui. Bah, écoute, moi c'est bien, ça me permet justement, j'ai trouvé ça génial, hein. Et puis ça se voit aussi, tu en parles, enfin non, tu n'en parles pas, mais on le voit ça dans tes images. Tu vois, tu as certaines mises en scène justement où tu as une tenue, je sais pas, une tenue un peu sombre des fois. Est-ce que ça a un rapport avec le druidisme ou c'est juste toi qui fais des mises en scène? Euh, Ça a un rapport indirectement. C'est-à-dire que les derniers shootings que j'ai faits, et je fais un grand coucou à Chloé Domal, qui est une Hmm. artiste incroyable. Les derniers shootings que j'ai faits, on était vraiment parti sur un aspect un peu plus sombre, effectivement, avec une tenue noire. Comme là. Ouais, faut savoir que je suis très souvent habillée en noir. Hein. On est d'une famille de métalleux, donc il arrive un moment où bon. Donc on était vraiment parti sur cette tenue beaucoup plus sombre, où là il y avait plus cet aspect magie qui ressortait, quelque Hmm. chose de très tribal, très primitif, très euh, à la limite sorcière, mais je ne me prétendrai jamais de cette mouvance-là, même si je les respecte beaucoup et que j'en ai un certain nombre dans mon entourage. Je ne suis pas dans cette mouvance-là. Par contre, je l'adore, qu'on soit clair, mais j'irai pas là-dedans. Et puis la deuxième phase avec ces photos, où là c'était très druidique, où j'avais mon bâton de druide, où j'avais Hmm. ma veste de druide, où j'avais bon, on oriente beaucoup aussi sur mon tatouage, sur mon pendentif de la Wen, sur tout un tas d'indices et d'éléments qui font ce que je suis aujourd'hui, quelque part. Euh, je ne me cache plus comme je pouvais le faire plus jeune, où j'avais presque honte de dire, quand on me demandait « Ah bah t'es catholique ?» Non, je suis druide. « T'es quoi ?»
Le réflexe, c'était, c'est marrant, t'as pas la barbe blanche. Le nombre de clichés qu'on a autour de ça, c'est Ouais. magnifique. Voilà. Mais, enfin, magnifique, c'est pas le bon terme. Mais aujourd'hui, je m'en cache plus. Et je précise bien que je ne suis pas druide. Je suis barde en cours d'apprentissage du grade d'ovate, parce qu'on a 3 grades chez les druides. On a le barde qui apprend, et c'est pas un hasard, l'importance des mots au travers des traditions, au travers des méditations, au travers de différents rituels. On a l'ovate qui est très orienté sur des choses beaucoup plus poussées en termes de compréhension des plantes, en termes d'intégration des différentes molécules. C'est plus de l'ordre du soin. On peut mettre ça dans cette catégorie, même si c'est beaucoup plus vaste que ça en vérité. Et puis on a le 3e grade qui est vraiment druide. J'en suis loin. Je ne suis pas encore druide. Et je prends mon temps pour l'être. Parce que ça ne se fait pas comme ça. C'est la quête d'une vie. Bon, en tout cas, c'est vraiment un gros partage que tu nous fais là. En tout cas, c'est... Enfin, moi, j'adore, je me régale. Du coup, Alexandra, tu veux une nouvelle druidesse hein du coup, on voit, bah, justement, tu parlais du bâton. Quelle symbolique ça a, justement, dans le druidisme? On chemine dans le druidisme. Wow. Il y a vraiment cette idée d'un parcours. L'initiation se fait le long d'un chemin. C'est vraiment, on transmet, on apprend. Ça marche toujours dans ce sens-là, même quand on est druide. On apprend toujours du dessous ou du dessus. On n'a pas de grand druide qui connaît absolument tout. Et d'ailleurs, la recherche ultime, c'est l'Awen. C'est ce que je porte en fait autour du cou. C'est ce symbole avec les 3 points et les 3 traits. C'est la connaissance absolue. Voilà. C'est une quête sans fin, quelque part. Et cette quête-là se fait en cheminant. D'où le fait que le bâton soit important parce que déjà le bâton a cette symbolique bois, arbre, qui nous accompagne. Et puis parce que il nous permet de ne pas cheminer seul. Il sert de soutien, de guide. Mmh. Enfin, je trouve la symbolique merveilleuse, quoi. Même nous, en tant que, je fais le parallèle avec mon métier, en tant que thérapeute, on est un peu quelque part ce bâton-là. Quand quelqu'un vient chez nous, c'est que il y a un gravillon dans la chaussure et qu'il y a plein de possibilités de chemin et que la personne a mal à cause du gravillon dans la chaussure et qu'elle ne sait pas quel chemin prendre. Et nous, on n'est pas là pour lui dire tu dois aller sur telle route. On est en train de lui dire sers-toi de moi comme bâton, je vais t'aider en te soutenant le temps qu'il le faut. Et quand tu te rendras compte que tu as pris la bonne voie, tu n'auras plus besoin de moi. En tout cas, c'est beau, hein. Franchement, j'aime beaucoup, hein. J'apprends beaucoup de choses. Je vais apprendre quand je vais me coucher en ayant appris plein de nouvelles choses, ça va être génial. Mais super intéressant en tout cas. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Alors, du coup, on va passer c'est les petites questions un peu plus rapides. Donc, du coup, une activité ressourçante que tu aimes bien faire, que tu aimes bien La méditation ou la méditer. marche. Ou les deux, parce que l'un va bien avec l'autre. Très relaxant, très Ouais, serein. quand on marche, on médite en fait déjà de base. Mm. Ensuite, ta célébration préférée? Parce que- Ah certainement Alban Elfed, donc l'équinoxe d'automne. Oh, avec les jolies couleurs là, orange et tout ça, comme on peut voir sur ta page actuellement Facebook là. Moi, je dis Les... Alban Elfed ou Samhain. Samhain, ce serait l'équivalent de Halloween dans la culture classique, plutôt culture pop-rock d'ailleurs. C'est la période en fait qui me plaît. C'est toute la symbolique qu'il y a autour de la terre qui se met en sommeil et puis on se prépare à avoir froid, à se mettre les grosses doudounes, les grosses couvertures, les grosses chaussettes, le Le caillou chocolat chaud. chaud, le chocolat Ah, chaud. trop bien quoi. Ouais, j'ai une gamine moi quand je suis là-dessus, moi, c'est terrible. Ah ouais, j'aime beaucoup en tout cas. Et est-ce que tu as un groupe de musique celtique que tu aimes bien?
J'en ai des tonnes. Quoique celtique ou nordique, parce qu'en fait, j'en ai un bon paquet que j'écoute. Ce qui te viendrait naturellement. C'est pas un groupe, c'est une troupe que tout le monde connaît, je pense. C'est les Lord of the Dance, qui ont des musiques celtes, mais transcendantes. Il y a un créateur aussi, mince, comment il s'appelle? Si tu me laisses 2 secondes, je te les retrouve. Un, deux. Non, je rigole. Ah, c'est moche. Qu'est-ce qui pourrait être conseillé? Il y a Guillaume Desk qui fait des très belles musiques un peu éthérées. Il y a Eivar. Il y a, j'allais les oublier, Vardruna. C'est une obligation totale et absolue. En groupe français qui fait de l'excellente musique nordique, il y a Skald. Qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait Ozzy de Jupiter, qui est plus confidentiel. Danheim. Si vous ne connaissez pas Danheim, je ne vous le pardonne pas. Voilà. Je crois qu'on en a déjà pas mal là. Il y en a pas mal là. On voit que vraiment la musique celtique, c'est une de tes grandes passions aussi. Hein. Celtique et nordique, ouais, c'est vraiment quelque chose. Dans la famille, en tout cas, on aime beaucoup, quoi. Ah, c'est chouette. En tout cas, moi aussi, j'aime bien la musique celtique. Donc après, on ira voir un petit peu pour que tu me passes tes références parce que je suis toujours ouverte à découvrir de tout. Hors musique celtique et nordique, un impératif, Hera. Ah oui, Parenthèse. Hera. Ah bah oui, ça c'est bon, je connais. Donc du coup, on reviendra un peu plus en détail. Donc voilà, on va terminer ça par le petit défi. Je ne sais pas si tu as déjà vu les petits défis que je propose dans les interviews ou pas. Je ne suis pas allée jusqu'au défi. Je n'ai pas allé jusqu'au défi. Eh bien, sache que dans mes interviews, je propose un petit défi à relever pour chaque personne. Et toi, j'aimerais qu'on fasse rentrer sur scène ton ego, Madame Lego. Et que je pourrais lui poser quelques petites questions, tu vois, parce que je pense qu'elle trépigne d'impatience dans les coulisses et elle dit « Et moi, et moi, et moi ». Ouais. Ok, donc de toute façon, ne t'inquiète pas, le seul montage qu'il y aura, ce sera ici. Je pense qu'on mettra un petit titre en dessous, Madame Lego de Marianne. Il faut mettre un disclaimer, hein, parce que quand elle se lance, quand je disais politiquement incorrecte, c'est vrai. Et je te dirai, et par contre, je te donnerai le signal pour que tu la fasses, que tu lui dises gentiment de retourner dans les coulisses et qu'on puisse terminer cette interview parce que je sais que ça peut aller très loin, très vite et qu'elle prend beaucoup de place de temps en temps, Madame Lego. Donc voilà, ce sera juste quelques petites questions et on va la laisser se lâcher. Ok, je te donne un décompte. Cette fois, ce sera le décompte, pas pour la fin de l'interview, mais pour le début du défi. Okay. Et nous allons découvrir Madame Lego de Marianne. Vous allez vous voir en direct, ça va être passionnant. Préparez-vous. 3, 2, 1. Bonjour Madame Lego. Très bien. Ça commence bien. Alors, excusez-moi de vous. Ou est-ce que je peux vous voyez ou vous tutoyez déjà? On va quand même pas se tutoyer, on n'a pas élevé les cochons ensemble. D'accord, très bien. Eh bien, ça commence bien. Du coup, je voulais voir avec vous, vous poser quelques petites questions parce que j'ai discuté avec Marianne et j'aimerais vous mettre un petit peu sur le devant de la scène. Eh ben, encore heureux. Je vois pas comment on aurait pu finir la vidéo sans me voir quand même. Ok, très bien. Du coup, vous qui avez vu la vidéo d'un coulisses, qu'avez-vous pensé de cette interview? Elle s'est pas assez vendue. Ah bon? Non, elle aurait dû aller beaucoup plus loin. Enfin, faut arrêter à un moment donné de vendre le druidisme, la psy. Elle aurait dû me vendre moi. Bah, si elle est là, c'est parce que j'existe. Faut arrêter à un moment donné. Oh là là. Ah, c'est vrai, il va falloir lui dire. Hein. Est-ce que vous auriez préféré justement faire l'interview et comment vous l'auriez faite, vous? Vous auriez parlé de quoi? Bah, de mon talent. Quel Je est veux votre dire, talent? mais mon talent, c'est moi. Juste vous. Je suis incomparable, je suis inimitable, je suis la lumière dans le noir. Enfin, sans moi, rien n'est possible. C'est moi qui suis à l'origine de toutes ces idées, c'est moi qui vais chercher ces consultants. Enfin, il arrive un moment, rendons à César ce qui est à César, et je suis César.
Waouh! Eh bien, dis donc. Et justement, le fait qu'elle se soit lancée dans le métier de sophrologue, qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est naze. Ah Elle bon? aurait dû être gourou. Hmm. Bon, Eh il bien, arrive un moment, faut se créer une communauté, puis il faut le faire correctement. C'est trop facile, hein. Il n'y a pas que les Américains qui sont capables de le faire, hein. waouh! Et du coup, est-ce que vous avez des rêves que vous aimeriez réaliser? Des rêves de grandeur, par exemple? Ouais, je sais pas, une statue de 10 mètres par 15 dans mon jardin, de moi. Ce serait parfait, je Bah, pense. c'est un minimum parfait. Après, ça peut être grandiose. Quelle est votre activité préférée? Me regarder dans le miroir. Waouh, ça, c'est une activité passionnante. Très bien, Bon, madame. parce que la perfection, ça demande du temps. Ah, j'imagine bien, hein. Donc, du coup, madame Lego, je vous remercie pour ces quelques questions. Nous allons laisser de nouveau la parole à Marianne et je vous demande de retourner dans les coulisses gentiment. Gentiment, je suis pas sûre, mais je vais essayer. Très bien. C'est affreux. C'était génial. Tu te rends vraiment très. Tu fais vraiment bien Lego, hein. Non, elle est ignoble. Mais c'est amusant. Ça fait tellement schizophrène, je suis vraiment désolée. Ah non, mais il faut voir les vidéos pour le comprendre, ces vidéos, parce que ouais, franchement, c'est. Mais voilà, nous avons en action la preuve d'un ego surdimensionné. Ah Comme là, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, on est en plein dedans, hein. C'est quand je vous parlais de Trump, on est dans Trump, hein. ah ouais, elle m'a bien déstabilisée, hein. Ah, ton ego va déstabiliser. Mais voilà. Du coup, nous allons terminer cette interview ici. Merci, défi relevé. Tadam! Du coup, merci beaucoup, Marianne, pour cette interview. Ça a été un plaisir de t'interviewer. C'était génial, super enrichissant. Une personne très passionnée et que j'ai adoré découvrir à travers cette interview. Merci beaucoup, c'était une très belle expérience. J'ai adoré faire ça et adoré le faire avec toi Mm. parce que tes questions sont pertinentes et parce que tu as analysé le sujet. Et c'était, non, c'était génial. Vraiment, si vous voulez faire une interview, c'est elle qu'il vous faut. Oh, c'est trop gentil. Du coup, nous allons couper ici. On dit au revoir à tout le monde. Je vais faire mon petit décompte et on se retrouve dans les coulisses. 3, 2, 1 et